Les Gen Z sur le marché du travail ont maintenant un patrimoine moyen de 22 000 $. Attendez, non, c'est une erreur. Moins 22 000 $. Alors, quelle est la vraie bonne nouvelle? Lorsqu'ils atteindront 27 ans, le Gen Z moyen aura enfin une valeur nette positive de 8 142 $. Le progrès est un progrès. Mais comment la Gen Z en est-elle arrivée là? Est-ce vraiment à cause de toutes ces dépenses en toast à l'avocat? Ou étaient-ce les millennials? Aujourd'hui, dans l'Infographic Show, nous allons plonger profondément dans l'histoire déprimante de pourquoi la Gen Z est la génération la plus pauvre de tous les temps. Il n'est pas surprenant que la Gen Z ait du mal, et une grande partie du problème est liée à l'argent. Maddie, 25 ans, travaille dans une maison de retraite en Pennsylvanie. Elle le dit sans détour, tout le monde va être endetté toute sa vie. Malgré tous mes efforts et mon travail acharné, j'ai toujours l'impression d'avoir une sorte de dette, et je ne veux pas ressentir cela. C'est une préoccupation légitime, mais pourquoi ne pas simplement essayer de travailler pour changer et se relever par soi-même? Eh bien, apparemment ils travaillent, cela ne semble simplement pas les aider beaucoup. Un utilisateur Reddit de la génération Z a partagé un doux souvenir de son premier emploi à temps plein. Mon premier emploi à plein temps était chez Deloitte, et ils m'ont payé 36 000 $ en 2019. Je suis entré en dette de carte de crédit pour payer le train pour aller au travail. 59% de la génération Z a signalé du stress et de l'anxiété concernant leurs finances, le plus haut taux parmi toutes les générations. Bien que la génération Z soit généralement sujette au stress et à l'anxiété, il s'avère qu'ils ont de très bonnes raisons d'être inquiets. Les salaires sont bas, l'endettement augmente. Pourquoi? Regardons ce que nous disent les données. En 2023, 10,5 millions de jeunes de 13 à 27 ans, soit 16% de la génération Z, vivent dans la pauvreté, le taux le plus élevé après la génération Alpha. Les choses sont si mauvaises que la Bank of America a récemment découvert que 46% des adultes de la génération Z ont besoin d'une aide financière de leur famille pour rester à flot. Ce n'est pas par paresse. La majorité travaille à temps plein, et une part notable cumule plusieurs emplois. En fait, 53% de la génération Z ont un travail d'appoint, en plus de leur emploi à plein temps, juste pour joindre les deux bouts. Cela peut impliquer de conduire pour Uber, comme 24% des adultes de la génération Z, ou de vendre des créations en ligne. Et puis il y a les services en ligne, dont nous préférerions ne pas parler. Mais il faut faire ce qu'il faut, non? Beaucoup de jeunes adultes, sans travail d'appoint, prévoient à d'en décrocher un juste pour survivre à leur vingtaine. En fait, 51% de la génération Z prévoyaient de monétiser un passe-temps, parce que rien ne rend votre passe-temps préféré plus agréable que d'en avoir besoin pour vous offrir des courses. Cependant, selon l'enquête de Bank of America, 60% des adultes de la génération Z n'ont pas assez d'épargne pour couvrir 3 mois de dépenses. En cas de licenciement ou d'urgence, beaucoup se tournent vers les cartes de crédit. Selon la Fed de New York, un adulte de la génération Z sur 7 a atteint sa limite de crédit, ce qui pourrait avoir des conséquences à long terme. Cela ruine leur historique de crédit, rendant plus difficile l'obtention de prêts, la location d'appartements et même la qualification pour de meilleures opportunités financières. Économiser pour l'avenir, ça n'arrive pas. Nous verrons bientôt pourquoi la génération Z s'endette. Et contrairement à ce que Instagram pourrait vous faire croire, ce n'est pas à cause des brunchs au champagne et des séances photos à Santorin. Le vrai problème est que les sociétés de cartes de crédit ont changé, mais pas pour aider. En fait, beaucoup de ces changements ont sérieusement désavantagé la génération Z. Selon WalletHub, le taux d'intérêt moyen des cartes de crédit a atteint un pic historique de 21,76% en août 2024. En comparaison, seulement 10 ans plus tôt, les millennials remboursant leurs dettes de cartes de crédit faisaient face à un taux d'intérêt moyen de 11,82%. Des taux d'intérêt plus élevés entraînent une accumulation beaucoup plus rapide des intérêts sur les soldes de cartes de crédit impayées. Cela complique de plus en plus le remboursement éventuel des cartes de crédit. Ted Rossman, analyste de cartes de crédit chez Bankrate, dit que commencer et déjà être à la traîne peut être un cycle difficile à briser. La génération Z ne dépense pas à la légère avec leurs cartes de crédit. Malgré les critiques médiatiques, seulement 5,5% des dépenses moyennes de la génération Z sont consacrées au restaurant, contre 5% pour les autres générations. N'oubliez pas que la génération Z dépense généralement beaucoup moins que les autres générations. Mais les analyses de Moody's ont révélé que la jeune génération d'adultes dépense beaucoup plus de leurs revenus pour les nécessités par rapport aux autres générations, principalement pour le loyer. Selon une enquête communautaire américaine de 2022 par Zillow,
Un site qui pourrait tout aussi bien vendre des licornes pour la réalité avec laquelle la génération Z peut réellement acheter une maison. 3 locataires sur 5 âgés de 18 à 25 ans dépensent plus de 30% de leurs revenus pour le logement. Et dans 21 des plus grandes villes américaines, ce nombre est encore plus élevé. Toutefois, certaines dépenses de la génération Z sont assurément impulsives. La Gen Z passe son temps à scroller frénétiquement sur TikTok et Instagram, où la moitié des créateurs tentent de vendre quelque chose. 44% de la génération Z considèrent les recommandations des influenceurs lors de l'achat de produits. Cela peut entraîner beaucoup de regrets concernant les soins de la peau et les compléments alimentaires surévalués, qui ont soit des capacités à augmenter la testostérone, soit contiennent simplement de la farine moulue. Impossible de le savoir. De plus, le monde s'est arrêté en 2020, ce qui influence grandement les perspectives de la génération Z, comme nous le verrons bientôt. Beaucoup de gens voulaient évacuer leur stress et sortir vivre après avoir été confinés pendant des mois. Et, vivre nécessite de payer. Comment la génération Z peut-elle rembourser une dette de carte de crédit aussi élevée ? Une option est de retourner dans leur chambre d'enfance, et beaucoup de la génération Z ne les ont jamais quittés. En termes de séjour chez leurs parents, la génération Z surpasse même la jeunesse de la Grande Dépression, un concours que personne n'a jamais voulu gagner. En juillet 2020, le Pew Research Center a révélé que 52% des jeunes adultes vivaient avec au moins un parent. Cela a établi un nouveau record, la part la plus élevée précédente n'étant que de 48%, enregistrée en 1940. Maintenant, vous pourriez penser, attendez une minute, juillet 2020 était juste après le début de la pandémie. Cela ne peut pas être l'état général des choses. Et vous avez raison, car en février 2020, lorsque le coronavirus débutait sa tournée mondiale, seulement 47% des jeunes adultes vivaient avec leurs parents. Se maintenir juste un point de pourcentage en dessous de la fin de la Grande Dépression n'est jamais bon signe. Avec 56% de la génération Z vivant au jour le jour, le loyer n'est pas seulement cher, c'est une impasse. Comment sont-ils censés économiser de l'argent ? Ou rembourser des prêts étudiants, lorsque les emplois qu'ils ont obtenus grâce à ces prêts couvrent à peine les factures. Malgré le travail de la génération Z, le coût de la vie extrêmement élevé et la stagnation des salaires posent autre problème. En 2022, la génération Z payait 31% de plus pour le logement que les millénials une décennie avant eux, ajusté pour l'inflation, et les millénials avaient en dos déjà une mauvaise affaire. La génération Z et les millennials paient en moyenne près de 2 fois plus pour leur maison que les baby-boomers dans les années 70. En 1975, la maison moyenne aux États-Unis coûtait 42 600 $ ou 244 700 $ lorsqu'elle était ajustée avec les taux d'inflation de 2024. Cependant, en 2024, la maison moyenne coûtait un peu plus de 512 000 $. Dans les grandes zones métropolitaines, où les meilleures universités et les marchés du travail en plein essor devraient offrir de meilleures opportunités, les prix sont encore pires. Ce n'est pas le seul coût de la vie qui a augmenté au fil du temps. De 2012 à 2022, les paiements d'assurance automobile ont plus que doublé. Malgré l'inflation, les dépenses en assurance santé ont bondi de 46%. Malgré une hausse des salaires, ils n'ont augmenté que de 26% en tenant compte de l'inflation. Cela ne couvre même pas les prix immobiliers plus élevés, sans mentionner le reste. Et c'est juste en comparant la génération Z aux millénials. Les choses empirent encore plus lorsque vous les comparez aux baby-boomers. À 20 ans, les baby-boomers avaient 86% de pouvoir d'achat en plus que la génération Z actuelle. Imaginez entrer dans la maison d'un baby-boomer à 25 ans. Oui, une véritable maison à 25 ans. Ce n'est pas un mythe. Et jeter 17 des 20 choses qu'il possédait. Le reste équivaut à ce que la génération Z peut s'offrir aujourd'hui, comparé aux baby-boomers au même âge. Sans parler du fait que les baby-boomers n'étaient pas autant endettés. En ce qui concerne les cartes de crédit, la génération Z en possède malheureusement le plus. TransUnion a révélé que la dette moyenne d'un membre de la génération Z équivalait à environ 16% de ses revenus fin 2023. 10 ans plus tôt, la dette des millennials représentait 12% de leurs revenus. La génération Z est plus encline à avoir des retards de paiement sur leurs cartes de crédit et voitures par manque de moyens financiers. Mais de loin, la plus grande dépense pour la plupart de la génération Z est l'université. Un membre de la génération Z a en moyenne 20 900 $ de prêts étudiants, soit 14% de plus que les millennials au même âge. Et plus d'entre eux le doivent. 36% des jeunes adultes de 20 à 25 ans ont une dette de prêt étudiant, soit 5 points de pourcentage de plus que les millennials au même âge. Il peut être facile pour les générations plus âgées de simplement dire « alors n'allez pas à l'université ». Mais le marché du travail a radicalement changé depuis l'époque de « pourquoi ne pas entrer dans ce bureau avec un curriculum vitae et une poignée de main ferme et demander s'ils embauchent ?»
De nos jours, le marché du travail est plus compétitif, l'accès y est plus difficile, et la proportion d'emplois exigeant un diplôme universitaire a fortement augmenté. En 1973, quand de nombreux baby-boomers débutaient leur carrière, seuls 28% des emplois exigeaient une forme d'enseignement supérieur, que ce soit un diplôme d'associé, de licence ou plus. Avance rapide jusqu'en 2018, et ce nombre avait grimpé à 63%. Et si l'université semble être une nécessité pour le monde du travail maintenant, cela ne va qu'empirer à l'avenir. Le même rapport prévoyait qu'en 2031, 72% des emplois nécessiteraient une forme d'éducation supérieure, avec 42% nécessitant au moins un diplôme de licence pour être considéré. Alors, oublier l'université n'est vraiment pas une option pour la plupart de la génération Z, car les coûts ne cessent d'augmenter. Plus précisément, depuis les années 70, le coût des frais de scolarité et des frais des écoles privées a augmenté de 2107%. Et le coût des frais de scolarité, même dans les écoles publiques, a augmenté de 2580%. L'inflation rendra sûrement ce chiffre un peu moins terrible, non? N'est-ce pas? Malheureusement, non, car ces chiffres ont déjà été ajustés en fonction de l'inflation. En 1970, un étudiant moyen du baby-boom payait 1600 $ pour une année dans une école privée, ce qui équivaut à 12 000 $ ajustés à l'inflation de 2022. En 2022, ces mêmes frais de scolarité coûtent 40 et 1600. Évidemment, les universités privées prestigieuses sont généralement bien plus onéreuses. Pour une université publique, un étudiant des années 1970 payait 400 $ pour une année de scolarité. En fouillant nos poches et sous les coussins du canapé, on pourrait en couvrir la moitié. Cela se traduit par 2800 $ ajustés pour l'inflation de 2022. En 2022, l'étudiant moyen a plutôt payé 11 400 $ pour une année d'université publique. En 1970, le revenu médian était de 9 870 $ par an, soit environ 190 $ par semaine. Ainsi, un job d'été suffisait à financer les 400 $ requis pour une année entière dans une université publique. Même les 1600 $ de frais de scolarité pour une école privée étaient largement à la portée d'un emploi à temps partiel pendant l'année. Maintenant, eh bien, bonne chance pour couvrir un seul manuel avec l'argent d'un emploi d'été. Mais il y a un minuscule rayon de soleil dans le problème de la dette universitaire. Des sources révèlent que, malgré les prêts étudiants, l'endettement global de la génération Z est inférieur à celui des générations précédentes. Malheureusement, les générations plus âgées remboursent des hypothèques sur des maisons inaccessibles pour la génération Z. Eh bien, pour que la génération Z s'endette autant pour l'université, espérons qu'ils obtiennent un emploi stable et bien rémunéré en retour. Comme vous l'avez sûrement deviné au ton de cette vidéo, ce n'est pas le cas. Le marché du travail américain affiche un faible taux de chômage depuis des années, mais la génération Z n'en profite pas pleinement. Théoriquement, aller à l'université semble être un choix judicieux. Les diplômés de l'université ont un taux de chômage de 2,2% contre 4,5% pour les non-diplômés. Mais les diplômés récents font en réalité pire que les deux groupes, avec un taux de chômage de 5,3%. Plusieurs facteurs y contribuent, notamment les industries volatiles, l'évolution des marchés du travail et le fait que lors de licenciements massifs, les jeunes travailleurs moins expérimentés sont souvent les premiers touchés. Spencer Kammerman, diplômé en informatique et en ingénierie de l'Université de Californie à Irvine, illustre ce point. À 25 ans, il a déjà été embauché et licencié de 2 entreprises technologiques. La technologie est une industrie connue pour ses licenciements massifs fréquents, et malheureusement, elle a aussi besoin de nombreux jeunes diplômés universitaires. Kammerman est au chômage depuis 8 mois, ayant postulé à des centaines d'emplois depuis son dernier licenciement. Depuis, il a passé de longs entretiens avec plusieurs entreprises, mais n'a pas encore trouvé de nouvel emploi, en partie à cause de la forte concurrence pour peu de postes. D'après LinkedIn, l'intelligence artificielle pour les lettres de motivation et curriculum vitae a fortement accru le nombre de candidatures par offre, car postuler devient plus simple. En fin de compte, comme la plupart des Gen Zers, Kammerman s'est retrouvé chez ses parents. Comme il le dit, les chances semblent contre nous. Malgré les difficultés de démarrage, je n'abandonne pas. Malgré son optimisme, McKinsey prévoit un avenir difficile pour l'emploi de la génération Z. L'Institut Global McKinsey a déclaré qu'en 2030, près de 375 millions de travailleurs devront trouver de nouveaux emplois ou de nouvelles industries en raison de l'automatisation par l'intelligence artificielle. Les critiques soulignent que, comme tout ce que dit McKinsey, cette projection doit être prise avec une énorme pincée de sel. Elle se base sur de nombreuses hypothèses concernant la vitesse de développement et d'adoption de l'intelligence artificielle.
Même sans la menace technologique, la génération Z peine à trouver les emplois que les lycéens obtenaient pour de l'argent de poche. Le déclin des magasins physiques et l'essor de l'e-commerce rendent le travail de détail de plus en plus instable. L'insécurité d'emploi à laquelle fait face la génération Z complique l'obtention d'un revenu stable et la planification financière à long terme. L'essor de l'économie de petits boulots a contribué à transformer de nombreux postes salariés en postes contractuels. 36% des travailleurs américains sont dans l'économie de petits boulots, qui croît 3 fois plus vite que la main-d'œuvre régulière. Ce ne sont pas que les chauffeurs Uber et les livreurs Postmates. Dans 40% des entreprises, un employé sur 4 occupe maintenant un petit boulot au lieu d'un poste salarié à temps plein. Bien qu'il y ait de grands avantages à travailler à la tâche en fonction de ce que c'est, comme fixer ses propres heures par exemple, ce n'est pas très stable. Il n'offre pas d'avantages, et la plupart des travaux à la tâche sont mal rémunérés. De plus, pour les emplois à temps plein mieux rémunérés, de nombreux recruteurs ont une mauvaise opinion de la génération Z et préfèrent ne pas les embaucher. Les chercheurs demandent aux employeurs ce qu'ils préféreraient faire lorsqu'ils ont un poste vacant, en classant une série d'actions, parmi lesquelles l'embauche d'un employé de la génération Z. Selon une étude, 45% des employeurs préfèrent embaucher des travailleurs indépendants ou des retraités plutôt que la génération Z, allant parfois jusqu'à des extrémités pour les éviter. 37% ont dit qu'ils préféreraient faire le travail par l'intelligence artificielle et 30% préféreraient laisser le poste vacant. Alors, quelle approche financière la génération Z utilise-t-elle pour construire leur avenir ? Pour certains, la réponse est d'abandonner totalement l'avenir. Sophie, 23 ans, s'est exprimée sur les difficultés économiques pesant sur sa génération, confrontée au changement climatique et à la guerre. Serons-nous encore là pour prendre notre retraite ? Je ne me sens pas nécessairement inquiet. C'est plutôt comme un sentiment d'impuissance. Le coronavirus n'a certainement pas aidé à cet égard. En 2020, quand la pandémie a frappé, les aînés de la génération Z commençaient leurs études supérieures ou leur carrière professionnelle. Pendant une période cruciale pour développer leurs compétences sociales, réseauter et acquérir de l'expérience, ils ont été confinés à domicile, manquant ainsi des années formatrices. Les jeunes ont fait face à une crise de l'emploi, avec des industries imposant le télétravail ou procédant à des licenciements. Certains ont débuté de nouveaux emplois sans avoir eu l'opportunité de rencontrer leurs patrons ou leurs équipes, ce qui les prive de précieuses occasions de mentorat et de réseautage. De plus, les étudiants n'ont pas pu nouer des relations en personnes cruciales pour intégrer le marché du travail avec des recommandations après leur diplôme. Au-delà de tous ces facteurs, il y a une autre raison pour laquelle la génération Z est la plus pauvre. Une raison qui n'est pas souvent discutée parce qu'ils sont nés ainsi. Laissez-nous expliquer. L'inégalité économique augmente depuis des décennies aux États-Unis, comme il est évident en regardant la situation financière des jeunes d'aujourd'hui. Selon la Réserve fédérale, la valeur nette moyenne pour les moins de 35 ans est de 76 300 $. Si cela vous semble impressionnant et faux, c'est parce que c'est complètement à côté de la plaque pour la plupart des jeunes adultes. Le jeune adulte médian a une valeur nette de seulement 13 900 $. La moyenne est simplement faussée à cause d'un petit pourcentage de jeunes adultes qui ont soit des revenus très élevés, soit des héritages très importants. Mais qu'en est-il des membres de la génération Z qui n'héritent de rien ? Aux États-Unis, les revenus et la natalité sont corrélés. En général, les personnes sous le seuil de pauvreté ont plus d'enfants que celles au-dessus de ce seuil. En 2005, au milieu de la naissance de la génération Z, ceux ayant un revenu inférieur au seuil de pauvreté avaient un taux de natalité de 95, tandis que ceux ayant un revenu à 200% du seuil de pauvreté, ou plus, avaient un taux de natalité de 45, ce qui signifie qu'il y a disproportionnellement plus d'enfants qui naissent dans la pauvreté par rapport à la population générale. Aux États-Unis, la mobilité sociale est plus faible, et les filets de sécurité publique sont moins nombreux que dans d'autres pays développés. N'être pauvre signifie souvent qu'il est très difficile de s'en sortir. Les membres de la génération Z nés dans la pauvreté étaient sérieusement désavantagés. Ils reçoivent souvent une éducation de moindre qualité et ont moins d'opportunités pour l'enseignement supérieur, rendant plus difficile de sortir de ce cycle. De plus, ils ne peuvent pas compter sur l'aide financière de leurs parents, ou rester longtemps chez eux, sans payer de loyer, ce dont de nombreux membres de la génération Z ont besoin pour survivre. Ainsi, les enfants de la génération Z élevés dans la pauvreté deviennent souvent de jeunes adultes pauvres. Malgré tout, quelques signes sont encourageants. Selon la Réserve fédérale d'Atlanta, en 2024, les salaires des 16-24 ans ont augmenté de 8,6% contre 5,2% pour la population générale. Peut-être que les entreprises comprennent finalement qu'elles doivent offrir un salaire décent à leurs jeunes employés. L'annulation des prêts étudiants
a aidé beaucoup de gens à sortir de l'endettement et à commencer à économiser. Un programme élargi pourrait préparer les jeunes adultes à un meilleur avenir financier. Des lois plus strictes protégeant les employés contre les licenciements aléatoires et garantissant des avantages aux travailleurs indépendants pourraient offrir une stabilité aux adultes de la génération Z. Mais ces programmes sont peu susceptibles de se réaliser prochainement, et la perspective à long terme ne semble pas bonne, surtout avec des taux de pauvreté pour la génération alpha, équivalent à ceux de la génération Z, soit 16%. La génération Z est-elle vraiment la plus pauvre? Ou est-ce simplement l'argument habituel du bon vieux temps des générations plus âgées? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Découvrez ensuite pourquoi la génération Z a moins de relations sexuelles que les autres générations, ou cliquez plutôt sur cette vidéo.